Bienvenue sur l'émission Les Experts en parlent, bien entendu sur Diaspora Interaction, votre média de la diversité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un plateau assez riche, comme vous le constatez, et vous vous en doutez sûrement parce que la question que nous abordons est très importante. La question que nous allons aborder, bien sûr, est tout simplement la question qui secoue l'actualité à Québec, au Québec et au Canada depuis, je dirais, presque un mois. Et il est bien sûr question des 18 000 dossiers d'immigrants non traités qui pourraient être expulsés. Alors, pour ne pas avancer sur un terrain inconnu, vu que Diaspora Interaction, nous ne sommes pas des spécialistes, nous avons invité des spécialistes ici pour parler de ce cas. Alors, pour parler du cas, j'ai à ma gauche Madame Anne-Florence Belland, qui est bien sûr une citoyenne. Bonjour Madame. Bonjour Florence, vous allez bien? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a aucun problème, c'est mon plaisir. Merci. Et puis j'ai aussi Madame Simon Adel. Bonjour Madame Simon. Bonjour. Qui en tout cas, elle va se présenter tout à l'heure. Et à ma droite, j'ai Maître Maxime Lapointe, qui est spécialiste en droit de l'immigration. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Super bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche, j'ai monsieur Maître Kevin Plamondon, qui est avocat généraliste chez Bernard Hatches. Bonjour monsieur. Bonjour Florent. Bonjour, ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Et pour terminer, Maître Guy Bertrand Djamo, ouais, c'est exactement ça, qui est avocat de l'immigration. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Florent. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous conscients que depuis le 7 février, si je ne me trompe pas, notre ministre de l'Immigration a fait une déclaration selon laquelle il y aurait des sujets, des dossiers qui pourraient ne pas être traités. En fait, je commencerai par Maître Maxime. Maître Maxime, pouvez-vous donner la genèse de ce problème? Oui, bien sûr. Bon, la genèse du problème, c'est qu'on a un gouvernement provincial caquiste qui a été élu sur la base d'une baisse des seuils d'immigration de plus ou moins 20 %. Donc, on partirait autour de 50 000, environ 40 000, et ce, dès l'année 2019. Et puis, bon, dans les dernières années, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a reçu un nombre largement supérieur de dossiers comparativement à ses capacités de sélection, mais également de l'admission qui est gérée par le gouvernement du Canada. Donc actuellement, on a un inventaire de dossiers qui empêche le gouvernement de travailler activement à sélectionner plus adéquatement des demandes de travailleurs qualifiés, notamment avec la nouvelle plateforme Arima qui est en opération depuis le mois de septembre 2018, mais qui n'a pas encore invité une personne à déposer une demande, puisque, bon, d'une part, le ministère ne semble pas savoir nécessairement le pointage qu'ils veulent attribuer à chaque critère, comme l'âge, le niveau de scolarité, l'offre d'emploi au Québec, mais aussi compte tenu qu'on a 18 000 dossiers avec peut-être des familles de 3 en moyenne. Donc, on avait au-dessus de 50 000 personnes en attente d'une sélection par le Québec, puis un gouvernement qui veut baisser les seuils d'immigration. Donc, la décision de la CAQ est de détruire, rembourser ce dossier-là et d'inviter les demandeurs à déposer une demande dans la plateforme Arima. Je comprends très bien cette situation selon vos explications. Cependant, pour que tous ceux qui nous écoutent soient vraiment bien informés de la situation, vous avez parlé de 50 000 qui étaient déjà présents et maintenant on veut baisser, et le gouvernement caquiste qui veut déjà annuler. J'aimerais que Maître Djamo rebondisse. Arima, en fait, c'est quoi? Arima, en fait, c'est une nouvelle plateforme qui a été mise sur pied. Ça remplace le système qui était là avant. Parce qu'avant Arima, on avait la possibilité de pouvoir envoyer des dossiers en version papier. Maintenant, le gouvernement a estimé que ce système était désuet, qu'il fallait maintenant faire une déclaration d'intérêt. Le système de déclaration d'intérêt consiste en quoi? Ça consiste à mettre des informations sur le système, dans la plateforme, par exemple des informations relatives à son emploi, des informations relatives à sa scolarité, des informations relatives à son niveau de connaissance du français. Et donc, dans ce bassin-là, le gouvernement pourra, en fonction du profil des candidats, inviter des gens à pouvoir soumettre une demande de certificat de sélection.
Donc, Arima, si on comprend très bien, c'est comme c'est un logarithme qui va choisir dans un bassin dorénavant les personnes qui seront sélectionnées. Oui, des personnes qui correspondent au profil des employeurs. Ok, donc Arima pour arrimer. Exact. Donc, en fait, Maître Plamondon, face à tout ce qu'on est en train d'apprendre, est-ce que vous, dans l'évolution, comment est-ce que vous voyez la perspective de l'arrivée de d'Arima par rapport aux 18 000 dossiers? C'est certain que je vois ça comme une grosse problématique parce qu'il y a des demandes qui sont en cours. Il y a des gens qui, ça fait 4-5 ans, qui ont fait une demande, qui avaient déjà un processus enclenché. Et en gros, on explique, ben regardez là, oubliez tout le temps que vous avez investi, tout le temps que vous avez attendu, et on va recommencer le processus. C'est certain que pour moi, ça, c'est entièrement problématique. Très problématique, Madame Florence. Absolument, mais c'est sûr qu'en tant que citoyenne, je me pose la question à savoir si c'est pas un peu la discrimination qu'on fait avec cette plateforme-là, en mettant nos informations dans Arima, puis en ne sachant pas nécessairement si on va être sélectionné sur la base, oui, de notre éducation. C'est sûr que pour moi, c'est une problématique dans le sens où au Québec, on est censé être une société qui veut intégrer les gens, qui veut que les gens soient bien là, en fait, au Québec. On veut les accueillir, mais on les choisit sur la base de leurs connaissances ou de leur scolarité. Donc, c'est sûr qu'il y a en tant que citoyenne, il y a une certaine réticence à cette discrimination-là que je pourrais voir. Je ne sais pas si Maître Lapointe a... En fait, le problème, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement du Canada utilise le système Entrée Express depuis environ 2015, sous les mêmes critères. Donc, on a des points pour l'âge, niveau de scolarité, niveau de langue, expérience au Canada, études au Canada, et puis il y a une sélection. Donc, le gouvernement va sélectionner 3000 dossiers qui font à partir de 450 points. Là. Puis il y a des rondes d'invitation, et en 6 mois, la personne obtient la résidence permanente au Canada. Ce programme Entrée Express, je ne sais pas si vous en faites un peu, vous, Maître Bertrand, c'est un charme. La plateforme informatique, elle est super. Le délai de traitement, il est parfait. Okay? Le Québec, selon moi, ce qu'il aurait dû faire, c'est acheter la technologie du fédéral puis utiliser la même grille de pondération d'Entrée Express puis de sélectionner. Là, on a dépensé des millions de dollars pour faire Mon Projet Québec. Vous avez peut-être des demandes dans ce portail-là. Qui a reçu 10 000 demandes, qui a sélectionné 0 personne. Donc, Mon Projet Québec, c'est le bordel. Les demandes papier de travailleurs qualifiés, moi, j'en avais 2 que j'avais soumis en 2014. Il a fallu que je fasse à peu près 5 plaintes au ministère. Je suis rendu à la sous-ministre pour dire allez-vous traiter mes dossiers, s'il vous plaît. J'en ai un qui a été accepté, un qui a été en document additionnel, parce que la grille de pointage, c'est des choses qu'on ne sait pas. Là. La grille de pointage, en 2017, le gouvernement libéral a décidé de la changer. Donc, il y avait des demandes dans ce programme-là qui ne se qualifiaient plus du jour au lendemain, parce que le ministère a décidé qu'on n'attribuait plus les mêmes points au domaine de formation et à l'expérience au Québec. Donc, moi, ce que je trouve problématique dans tout ce débat-là, avec respect, c'est que depuis 2 semaines, on entend dire que le programme régulier de travailleurs qualifiés, c'est la meilleure chose au monde, tandis que tout le monde qui a fait des dossiers dans l'immigration sait que c'est à peu près le pire programme au monde. Puis une fois qu'on a un certificat de sélection du Québec, on a aussi 17 mois de délai de traitement au fédéral. Donc, il n'y a personne qui peut dire que, le programme régulier de travailleurs qualifiés aide en quoi que ce soit à la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on a quand même 17 mois au fédéral. Puis 2, il n'y a personne qui peut dire que c'est rapide, parce que comme je dis, j'en ai moi-même des dossiers de 2014. Puis 3, ben, le fédéral le fait super bien avec Entrée Express. Donc, quand vous dites on va commencer le processus à 0, ben, si c'est pour avoir une sélection dans 6 mois, moi je suis pas contre. Le problème actuellement, selon moi, c'est qu'Arima invite personne à déposer des dossiers. Donc, on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui se passe. Et pour revenir à la grille de pointage, c'est terminé, là. Le Québec ne devrait plus sélectionner personne sur une grille de pointage en vertu de l'âge, niveau de scolarité, domaine de formation. Ce qu'on veut comme société, si on veut convertir un statut de résident temporaire à un statut de résident permanent via le programme d'expérience québécoise, qui demande 2 conditions. Un emploi au Québec depuis 12 mois et un niveau de français, ou sinon il y a le programme pour les étudiants qui demande un diplôme du Québec et un niveau de français. Ces gens-là sont intégrés, parlent français, puis ils travaillent depuis 1 an où ils ont un diplôme du Québec. Donc, M. Jolin Barrette, s'il vous plaît, mettez pas de seuil sur ce programme-là, Expérience québécoise, qui est, selon moi, le programme le plus performant au Canada.
Parce que tout ce qui est expérience canadienne dans l'entrée express, c'est travailler au Canada et étudier au Canada pour faire des points. Tandis que là, au Québec, c'est travailler ou étudier, mais parle français. Je vais vous interrompre un tout petit peu. Vous utilisez des termes peut-être que certaines personnes, web spectateurs qui nous écoutent ne comprendraient pas trop. Est-ce que très brièvement, Entrée Express, c'est une plateforme de sélection permanente pour des travailleurs qualifiés qui veulent résider à l'extérieur du Québec. OK. Donc, pour faire ce cours, Arima, c'est l'équivalent québécois de ce portail-là, mais qui n'a pas encore fait ses preuves. Et ce portail-là se trouve Sur Internet. sur Internet pour le Québec ou bien pour... C'est pour toutes les provinces sur le Québec, parce que Parfait. bon, le Québec veut sélectionner ses immigrants, Oui. ce qui est correct, mais avec les résultats qu'on a actuellement. Un trop gros inventaire de dossiers, puisque le Québec a trop reçu de demandes dans le passé, puis une trop faible capacité d'admission par le fédéral, ce qui crée un inventaire. Ok. Comme un serpent qui mange une souris, ça fait une bosse. Oui, absolument. Mais là, c'était Entrée Express, on a mon projet Québec. Le projet Québec, ça n'a rien donné. Premièrement, la Ça a pas plateforme marché. a explosé dès qu'il y avait plus que 20 personnes sur le site. Non, mais il faut le dire, là, l'informatique au Québec, c'est clairement pas notre force. Parfait. On va prendre rapidement l'avis d'une citoyenne québécoise, Madame Madel Simon. Oui, en fait, je trouve que ce dispositif est vraiment, ça crée un malaise social. Malaise social pourquoi? Parce que je comprends mal comment on peut accueillir des personnes pendant plusieurs années, prendre les dossiers et à un moment donné, on menace d'expulser ces personnes. Des personnes qui sont très bien intégrées sur le plan social, sur le plan professionnel et qui payent des impôts au Québec, qui ont des maisons, qui investissent. Alors pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Mais attendez, en avez-vous dans vos amis des gens qui sont menacés d'expulsion aujourd'hui à cause que leur demande de certificat de sélection du Québec ne va pas être traitée? En fait, j'ai C'est ça. beaucoup d'amis comme ça qui sont menacés, qui ont étudié ici. Mais ça se peut pas. Ça se peut pas. Parce que le statut au Canada, c'est quoi? C'est géré par le fédéral. Oui, Puis la sélection du Québec, c'est provincial. Qu'il y ait une sélection dans 5 ans, une sélection dans 2 ans, ou l'absence de sélection, le statut canadien est impacté. ok. OK. Donc, ça, c'est un cas quand vous pourrez éventuellement soumettre, vos amis pourraient soumettre à Maître Maxime une autre fois ou à un autre maître. Je vais rebondir avec une autre question, si vous permettez. Moi, j'ai vraiment un problème avec la décision du ministre de mettre à la poubelle tous ces 18 Sur 000 cette dossiers. dossier-là. Parce que le gouvernement du Québec avait pris l'initiative d'inviter des gens à soumettre leur dossier de candidature. Absolument. Alors, des gens ont investi du temps, de l'argent, Argent. des gens ont espéré. Il y a des gens à qui le gouvernement a dit, pour pouvoir compléter votre dossier, il faudra par exemple un test de français. Moi particulièrement, j'ai au cabinet le dossier d'une personne à qui il lui manquait 5 points. OK. Le gouvernement lui avait dit, monsieur, il vous manque 5 points. Pour ce faire, si vous nous fournissez un test de français, compréhension orale, qui prouve que vous avez un niveau intermédiaire avancé, vous aurez ces 5 points. Alors le candidat en question, moi je l'ai incité à pouvoir faire des formations, il a fait des formations. Au bout de 4 tentatives, il a finalement pu obtenir le test dont il fallait. Il me l'a transmis. Chaque fois, les documents sont transmis par DHL. Ça génère des frais. Et ça pouvoir accélérer le processus. Et une fois que le document a été transmis au gouvernement fédéral, on nous fait part du fait que tous ces dossiers-là doivent être mis à la poubelle. Or, le candidat, quand il parvient à soumettre ce test-là, en réalité, il a une attente légitime. Il s'attend à ce que le gouvernement du Québec lui délivre le certificat de sélection qui lui avait été promis. OK. Alors, quand on dit qu'on veut mettre tout ça à la poubelle et donner à ces personnes-là 1 000 $, je trouve ça injuste. Injuste. Je vais vous couper là-dessus. Et justement, c'est par rapport à cette situation d'injustice que j'aimerais ici que vous puissiez éclaircir à votre façon, selon les règles et lois, éclaircir un peu ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les impacts. Maître Lamondon, pouvez-vous nous parler on va parler avec vous juste des impacts économiques ici à Québec par rapport à ce problème. Certainement au niveau là, de l'impact économique, comme mon confrère a expliqué, ces personnes-là ont fait des demandes, ils ont eu des attentes de pouvoir être acceptées à titre de résident permanent ici.
ils ont mis des choses en place pour trouver un emploi, etc. Et là, ils sont en train de vivre une situation d'incertitude. Ils ne savent pas vers quoi ils vont pouvoir aller. Ils vont avoir la possibilité de faire une nouvelle demande. À mon avis, ça semble être une façon déguisée pour le gouvernement de dire, regardez, on veut refuser des demandes et on vous demande de refaire une demande pour avoir une acceptation. Pour moi, ça peut venir expliquer des délais et la façon là, de répondre à ça. Ça va être nécessaire pour ces personnes-là de potentiellement retourner, de potentiellement engendrer des frais, encore une fois, pour faire une nouvelle demande. Mais également, dans le projet de loi, on indique que ce serait pas, oui, on va vous donner un remboursement pour les frais engendrés pour la demande. Cependant, si vous avez subi un préjudice en lien avec la demande que vous avez faite, si vous avez, ce ne serait pas possible pour vous, dans ce cas-là, de réclamer une indemnité occasionnée par la décision du gouvernement, de réinitialiser le processus ou, comme mon confrère a dit, de jeter les dossiers aux poubelles et de recommencer. Donc, vous voulez quelqu'un veut rebondir sur une impact économique? Ben, c'est sûr qu'aux nouvelles, on voit souvent là, le chiffre de 19 millions ou milliards là, qui 19 millions. 18 millions, c'est ça, le milliard, c'est un peu, c'est un peu poussé, mais 19 millions, en fait, là, qu'on va perdre là, si on remet justement ce 1 000 $-là qui a été investi. En tant que citoyenne, un peu, le 19 millions semble un chiffre qui est énorme. Puis j'ai de la difficulté à comprendre qu'on préférerait, en tant que province, perdre ce 19 millions de dollars-là, puis dire « Oh oui, c'est correct, c'est pas grave, on va le perdre. » Puis on va perdre ces 18 000 personnes-là aussi qui pourraient avoir un emploi. Chez nous, on est en pénurie de main-d'œuvre présentement. On voit des signes partout, on recherche des employés, on veut des gens qui viennent travailler. Puis on est prêt, en tant que province, à jeter les 19 millions, puis dire « Ah non, c'est pas grave, on n'a plus besoin de ces employés-là. » Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui me concerne aussi là, en tant que citoyenne. Impact économique, est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi du fait qu'on déporte des compagnies dans d'autres pays? Mais non, on ne va pas trop mélanger les choses. Okay, Premièrement, vos préoccupations citoyennes, ils sont légitimes. Là. Mais pour la pénurie de main-d'œuvre, il existe le programme de travailleurs étrangers temporaires. Donc, l'entreprise fait une demande à Emploi et Développement social Canada pour aller recruter un travailleur temporaire. Le travailleur temporaire s'en vient ici avec un permis de travail. Ça peut se renouveler. Avant, il y avait une limitation de 4 ans pour un permis de travail. Il n'y en a plus. Donc, on peut renouveler un permis de travail. Quand on a le niveau de français B2, on bascule dans le programme Expérience québécoise. On a notre certificat de sélection du Québec en 20 jours. On fait une demande de résidence permanente. Puis on renouvelle le permis de travail avec un code de diplôme. C'est des termes super compliqués là, pour quelque chose qui est très simple. Là. Il n'y a absolument aucun problème avec la décision du ministre de détruire ce dossier-là. Au niveau du préjudice, dont vous parlez, des gens qui ont mis du temps, mais ils ont mis de l'argent, je veux bien, là, mais le temps, il va être sauvé quand on va aller dans la plateforme Arima pour avoir une invitation à déposer un dossier dans 6 mois au lieu de... Moi, j'en ai des dossiers, comme je dis, de 2014, pas démontré. Puis au niveau de l'argent, la mesure du gouvernement de rembourser les frais, donc les gens peuvent tout dire qu'il y a un préjudice financier. C'est sûr que là, il y a des frais d'avocat qui ont été payés ou de consultants. Ça, c'est de nature privée. Les gens verront comment ils remboursent les clients. Mais dans la mesure où on invite quelqu'un à déposer une demande complète dans l'ARIMA, donc il n'y a pas plus d'options. Okay? Au niveau des coûts gouvernementaux, je pense qu'on va en parler. Puis ça, il faut vraiment aller fouiller dans les rapports de gestion du ministère pour savoir. Là. Bon, actuellement, là, pour prendre les chiffres de l'année passée, ça coûtait 785 $ déposer une demande de CSQ dans le programme régulier de travailleurs qualifiés. Mais le ministère, ça lui coûtait quelque chose comme 867 $ pour traiter une demande. Donc, le coût de revient pour le gouvernement... Mais là, il propose de rembourser 1 000 $. Oui, mais 1 000 $, c'est une moyenne. Parce que dans le fond, c'est 785 plus 176 pour la femme et les enfants. Donc, ils ont fait une moyenne en disant monsieur, madame, un enfant, ça fait une moyenne de 1000. C'est pas 1 000 € qu'ils vont donner. Ils vont rembourser vraiment le traitement. Mais selon les statistiques du gouvernement, le coût de revient par dossier, payer l'employé, payer le papier, ça leur coûte 876 $. Donc, à chaque dossier sélectionné, le gouvernement perd de l'argent. Donc, il y a peut-être un petit réajustement à faire. C'est sûr qu'en ayant une plateforme informatique qui fonctionne, moins de papier, moins d'angles, moins de travailleurs. Non, mais s'il y a une meilleure intelligence artificielle pour sélectionner les candidats, donc on a moins de ressources humaines, on va baisser le coût de revient, on peut garder le frais gouvernemental à peu près dans ces eaux-là, parce qu'on ne veut pas non plus étouffer financièrement les gens
qui veulent immigrer ici. Mais il y a vraiment un petit problème de compréhension là, globale là, de c'est quoi l'immigration, c'est quoi le rôle du Québec, c'est quoi le rôle du Canada, c'est quoi l'immigration temporaire, c'est quoi l'immigration permanente, comment on peut basculer d'un à l'autre. Donc, la population, je pense qu'ils ont juste besoin de se faire expliquer tranquillement. Puis aussi, malheureusement, parce que je lisais des commentaires sur des forums de gens qui ont appliqué dans le programme régulier de travailleurs qualifiés en 2015. Puis il y a une dame, entre autres, qui disait « J'ai abandonné mes études au doctorat parce que je savais que mon diplôme n'allait pas être reconnu. » Mais tu sais, écoutez, madame, vous avez peut-être mis beaucoup trop d'espoir sur une sélection possible d'un autre pays. Là. Ça ne veut pas dire que votre demande allait être acceptée. En passant, 50% des demandes du programme régulier de travailleurs qualifiés sont rejetées par le ministère à cause d'une étape mal traduite, un document non conforme au niveau de la forme. Dès une copie conforme qu'on voulait, vous avez envoyé une photocopie. Donc, le Québec a rejeté des milliers de dossiers dans les dernières années de ce programme-là. Je pense que vous le savez. Oui, mais j'ai quand même une préoccupation. La nouvelle plateforme, elle est louable. Mais l'engagement que le gouvernement avait pris vis-à-vis des gens qui avaient émis le vœu d'immigrer au Québec, là, cet engagement devait être respecté. Ça serait, à mon avis, choisir la solution facile que de mettre à la poubelle ces 18 000 dossiers. Je suis d'accord. Cependant, soyons assez clairs et assez logiques. Si M. Jolin Barrette, notre ministre, là, il est en face de vous, il vous demande qu'est-ce que vous suggérez par rapport à cette situation? Moi, j'aurais suggéré quelque chose de très simple. Oui. Les 19 millions qu'on souhaite redistribuer aux différentes personnes qui avaient soumis les demandes, sans être sûr que ça va arriver à destination, moi, je lui aurais dit ceci. Prenez ces 19 millions-là, faites des appels d'offres auprès des consultants en immigration, auprès des avocats, créez des structures privées, embauchez des gens, mettez à leur disposition ces 19 millions. Tous ces gens-là, au bout d'un laps de temps, seront capables de pouvoir traiter ces dossiers. Et le gouvernement pourrait leur dire, pour les nouvelles personnes qui arrivent là, moi je vous impose des conditions. Vous allez rester en région, je ne sais pas moi, 2 ans, 3 ans et 4 ans, quoi que ce soit, mais le plus important serait que ces demandes-là soient traitées. Non, mais vous savez, au niveau constitutionnel, là, mettre des conditions sur une sélection, ça ne fonctionnera jamais. On sait qu'au niveau, on sait bel et bien que Mais si on le sait, on ne le dit pas. Premièrement, les 19 millions là, que le gouvernement va redonner aux gens qui déposent la demande, le gouvernement va les rechercher plus tard quand les gens vont redéposer une demande dans la RIMA. C'est pas de l'argent qui est perdu. Là. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. On vous suit très bien. Cependant, n'oublions pas qu'on n'est pas encore dans Arima, là. Ben, on est dans Arima, les gens sont invités à créer des portails. Le problème, il est là. Ça ne bouge pas encore. Non, mais écoutez, ça fait 2 semaines. Là, mais je suis d'accord. Moi, la plateforme Arima, je l'ai testée au mois de juillet. Les avocats ont été invités à tester la plateforme. Puis, il y avait 2 choses à faire. Là. Créer un portail d'avocats, créer un dossier d'un client fantôme. Là. On était 20. Après 2 heures, on était 2 qui avaient fini. On était trop d'avocats à s'être connectés en même temps sur la plateforme. Ça a sonné une alerte à Microsoft. Le gouvernement, il a fallu qu'il déploie. Non, ça a coûté 20 000 là, c'était avant midi. Pour faire un test. Puis nous, on testait la plateforme. Puis on se disait, mon Dieu, nous, on a de la misère à jouer dedans. Imaginez quelqu'un qui, le français, c'est pas sa langue maternelle, que l'informatique, c'est pas son fort. C'est pas très. Je sais pas s'ils l'ont amélioré, mais là, elle est opérationnelle. Ce qu'il faut, c'est que le ministère, demain matin, se penche en disant, OK, qu'est-ce qu'on a dans nos 91 000, parce que déjà là, c'est ce qu'on a, c'est beaucoup d'inventaire. Invitez-en au moins 300-400, au moins cette semaine. Là, les gens vont dire, ah, on a été invités, là, on dépose une demande complète, j'ai eu mon CSQ. Mais moi, selon moi, le programme régulier de travailleurs qualifiés, version papier, Mon Projet Québec, Arima, c'est pas la bonne solution. On veut sélectionner nos immigrants qui sont ici, qui ont un diplôme du Québec ou qui travaillent. Donc, le programme Expérience québécoise, selon moi, ça devrait être la seule manière de devenir résident permanent du Québec dans l'immigration économique. Expérience québécoise. Ah, vous savez pas c'est quoi? Non, je sais, mais pour ceux qui nous écoutent, ce que moi je sais, monsieur Diabo, s'il vous plaît, ce que moi je sais éventuellement, ceux qui nous écoutent, c'est sûr. pas, Le ministère de l'Immigration a peut-être une petite carence dans le marketing de ce programme-là, parce que moi j'en ai des gens qui m'appellent au bureau, ils se demandent comment ils vont pouvoir établir leur résidence permanente au Canada, puis là je leur dis OK. Ah, vous avez un diplôme du Québec, pourquoi vous ne faites pas le programme d'expérience québécoise? Puis ils disent, on ne savait pas que ça existait. Donc il y a toute une petite opération, le charme du ministère a dit, écoutez, 2 conditions, parle français, ait un diplôme du Québec ou travaille depuis 1 an. Depuis le 2 août 2018,
c'est tous les emplois qui sont admissibles au programme Expérience québécoise. Avant le mois d'août, c'était seulement les emplois spécialisés. Donc, apprenez le français et puis travaillez. Si jamais il y a des situations un peu techniques, exemple, on pense à un Français qui vient au Québec avec un PVT, permis vacances-travail, qui est bon 2 ans, qui dit « Ah, ben là, moi, mon permis finit la semaine prochaine, mais j'ai pas encore un an de fait pour appliquer dans le programme Expérience québécoise. » Mais tu sais, si c'est des choses techniques comme ça, là, le ministre a les coudées assez franches pour faire des codes de dispense d'études d'impact du marché du travail. Là, j'ai pas le détail technique, mais pour aider ces gens-là à renouveler le permis de travail facilement, c'est des choses qui se règlent à un avant-midi avec un café et des beignes. OK. Alors, Maître Diamant. Oui. Toujours par rapport à cette question, qu'est-ce que vous dites? Par rapport, pour rebondir à la préoccupation de mon confrère, Oui. pour le programme d'expérience québécoise, Oui. la difficulté, c'est d'abord d'arriver au Québec. C'est vrai. Il faut arriver au Québec comme étudiant, ce qui n'est pas évident. OK. Et de deux, il faut arriver au Québec comme travailleur. Et pour pouvoir arriver au Québec comme travailleur, encore faut-il avoir un employeur à la base au Québec qui accepte de pouvoir financer pour le coût de l'EIMT, études d'impact sur le marché du travail. Ce qui n'est pas souvent évident. Parce que lorsque une personne qui réside, je ne sais pas moi, dans un pays africain ou européen vous contacte, il dit qu'il a besoin d'immigrer au Québec, alors il serait difficile pour vous de pouvoir trouver facilement un employeur qui soit prêt à pouvoir supporter le coût de l'étude d'impact sur le marché du travail. Ce qui fait que ça limite, ça freine la possibilité pour des gens de pouvoir immigrer facilement au Québec. Alors qu'avec les différents programmes qui étaient mis sur pied, les gens étaient capables de rester à l'international, constituer leur dossier et soumettre. Or, avec la nouvelle décision qui vient d'arriver là, des gens qui avaient soumis leur demande là n'auront pas forcément la possibilité de pouvoir s'en sortir dans le système ARIMA. Parce que l'immigration québécoise a besoin des jeunes. Ce qui fait que généralement, lorsque vous avez 45 ans, lorsque vous avez 43 ans, là, vous ne faites plus partie de la cible privilégiée. Alors que des gens qui étaient déjà dans le bassin là, ils font tout et tout pour que l'on puisse examiner leur dossier, parce qu'ils savent que c'est presque la dernière chance pour eux. Une personne qui avait 43 ans, qui avait émis son dossier et qui remplissait les critères, lorsqu'on va dire recommencer le processus, il va se retrouver à un âge qui ne lui favoriserait pas. Et là, ça serait difficile pour lui de lui dire, monsieur, allez recommencer. Sans pour autant oublier l'impact social, parce que, pour ne pas dire l'impact famille, parce qu'il faut recommencer et que une personne de la famille parvient à se qualifier et que les autres ne se qualifient pas. Comment ça se passe? Famille immédiate? Là? Oui, famille immédiate. Non, mais si on a une sélection du Québec, l'épouse des enfants qui ont moins de 22 ans sont des dépendants. Mais là, c'est parce que si on fait toujours des cas d'espèce. Oui, mais moi, mon enfant, il a 24 ans, il ne se qualifie pas. Ou moi, ben, je voudrais que ma soeur vienne aussi. Moi, je ne suis pas marié, mais je peux-tu avoir la place pour faire venir mon frère? Okay. Ça devient un peu compliqué. Il faut quand même avoir, selon moi, là, une directive qui est large. Tu sais, au début, qu'on est assez large. Puis après ça, on ramifie, mais on peut pas. Il faut quand même se tenir à quelconque guide. Là. Okay. Vous avez raison, M. Bertrand, les frais de IMT. Tu sais, moi, je viens d'envoyer 30 demandes de IMT pour une entreprise de Québec. On fait venir 30 travailleurs en provenance du Vietnam. Je viens d'envoyer 30 000 $ de frais gouvernementaux à Emploi et Développement Social Canada pour analyser un formulaire. C'est sûr que le programme de travailleurs étrangers temporaires est trop cher, trop long. Hein? Ça prend 26 semaines de se faire dire par l'Emploi et Développement Social Canada, oui, vous pouvez. Ou des fois, les fonctionnaires nous questionnent, est-ce que vous avez vraiment essayé de recruter? Est-ce que vous avez offert des emplois à tout le monde? Oui, mais là, lui, monsieur, ça finit plus. Donc, moi, une de mes positions en matière d'immigration, c'est le Québec doit se sortir du programme de travailleurs étrangers temporaires. C'est pas au fédéral de déterminer s'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Baisser les frais gouvernementaux, accélérer le délai de traitement. Pour ce qui est des gens qui, oui, c'est sûr, qu'il y en a qui avaient 44 ans en 2014 puis qui faisaient les points, mais aujourd'hui, ils ne les feront plus. Mais en même temps, le Québec a quand même le droit de choisir les immigrants qu'il veut. Moi, je trouve que le plus grand préjudice, c'est de traiter les demandes au premier arrivé, premier servi pour le Québec. Ça occupe des ressources, des demandes qu'on sait qui ne sont pas
bonne, nécessairement, parce qu'il y en a qui ont déposé des dossiers, qui ont eu un numéro de dossier, mais qui ne faisaient pas les points. Le ministère, il faut quand même qu'il les étudie. Donc, il y a un employé qui passe sa journée à regarder le dossier, qui les refuse. Il y a 50 de taux de succès dans ce programme-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un programme qui est performant? Le programme immigrants investisseurs, immigrants entrepreneurs, dans les 5 dernières années, c'est 26 de taux de succès dans le programme entrepreneur du Québec, puis 52 à peu près dans l'investisseur. Le Québec actuellement ne peut pas se péter les bretelles pour dire que nos programmes d'immigration sont performants. Là. On refuse plus de demandes qu'on en reçoit, puis pendant ce temps-là, on les traite. Puis les gens, c'est sûr que les gens ont des attentes. La journée où ils ont un numéro de dossier, c'est sûr qu'ils se disent, bon, ben, mais là, de là à vendre sa maison, il y a peut-être une limite, il faut quand même attendre. Surtout qu'il y a un délai de traitement fédéral qu'on veut que tout le monde semble oublier. Parfait. Merci infiniment de votre intervention. Oui. J'aimerais rebondir sur un petit point, ce que Maître vient de dire, justement, qui me paraît très pertinent, parce que le Québec, on entend partout, le Québec a besoin de la main-d'œuvre qualifiée, le Québec a besoin de pénurie et tout. Et puis, comme vous venez de le dire, on refuse plus de dossiers qu'on le traite. Enfin, les dossiers qu'on reçoit, il y a une grande majorité qui est rejetée. Alors, on se demande vraiment c'est quel genre de citoyens, c'est quel genre de travailleurs que le Québec a besoin. Parce que dans plusieurs secteurs d'activité, moi j'ai mené beaucoup d'entretiens avec les employeurs. Et puis, il y a les sociétés qui sont sur le bord de fermer les portes parce qu'ils n'ont pas d'employés. Alors, on se demande pourquoi toujours rejeter aussi un nombre aussi important de dossiers des demandeurs. Non, mais je soulève une idée. Là. Si jamais on prenait toutes ces 18 000 demandes-là, on leur dit, OK, on va vous faire un permis de travail. Donc là, vous allez venir au Canada avec un statut temporaire. On va vous donner 2 ans pour essayer de trouver un emploi puis vous y faire. Puis dans 2 ans, si vous avez un emploi ici, vous payez des impôts. Là, on va vous sélectionner. Tout le monde sera content. D'accord. Ben, je suis. Peut-être tout le monde sera content, mais il y aura toujours des réserves. Mais Diamo? En ce qui concerne la question des 18 000 dossiers, ce n'est pas forcément l'idée d'accueillir tout le monde. Tout un chacun qui demande que ces 18 000 dossiers soient traités est conscient du fait que tous les 18 000 dossiers ne pouvaient pas recevoir des réponses favorables. Mais tout au moins, on souhaiterait que la décision du ministre ne puisse pas créer un précédent, parce que ça crée une forme d'insécurité juridique. Parce que des gens qui vont encore postuler, même dans le système ARIMA, ne seront pas sûrs que leurs demandes-là seront traitées. Parce que d'un mois à l'autre, on pourrait encore dire, écoutez, le système-là ne fonctionne plus, nous l'arrêtons et on va rembourser toutes ces personnes. On ne voudrait pas que ça puisse évoluer de la sorte. On souhaite que l'on puisse respecter vraiment le principe de la non-rétroactivité de la loi. C'est-à-dire que la loi devrait normalement régir pour l'avenir. Et non pour le passé. Oui. Je pense que Maître Maxime voulait mettre Joseph. Mais je trouve que ce que vous dites, c'est super bon. Mais dans Arima, les gens ne paieront pas de frais avant d'avoir eu leur numéro de dossier, donc il n'y aura pas de dépenses. Là. Puis pour la non-rétroactivité des lois, puis pour le précédent. Pour le précédent, le gouvernement de Harper a fait à peu près la même chose avec des dossiers de travailleurs qualifiés, donc il y en a déjà un précédent qui montre que ça s'est déjà fait. Là. Mais pour... Oh, j'ai perdu mon idée sur ça. Ok, bon. Je pense que... Donnez-moi une minute. Je me questionne justement sur l'efficacité de ce nouveau système ARIMA. Est-ce que ce n'est pas un système qui va discriminer une bonne catégorie de la population, notamment la population, des populations africaines éloignées où on n'a pas toujours accès à Internet aussi rapidement que nous? Est-ce qu'il n'y a pas une bonne partie qui va être laissée sur le rebord du chemin? J'aimerais récupérer, s'il vous plaît, la direction des questions. Oui, on va pouvoir vous répondre tout à l'heure. Cependant, je pense qu'on avance là. On a quand même assez décortiqué la situation. Maintenant, si on essayait de regarder les options de solutions éventuelles pour toute personne qui serait dans ces situations-là, je pense que ça pourrait éventuellement nous aider ceux qui nous écoutent, parce que c'est vraiment pour eux qu'on le fait. Et à moins que vous ayez une question oui, en tant que citoyenne. J'avais 3 points auxquels j'aurais voulu revenir, là, des échanges qui se sont précédés. Là. Un peu vitement, comment dire? Oui, en fait, on a vu là, à la télévision des personnes qui avaient comme statut un statut suspendu. Donc, qui eux, oui, travaillaient, mais qui se sont vus leur statut suspendu. Donc, c'est des gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils sont plus capables de prouver qu'ils ont un statut X ou Y. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui,
Qui n'ont pas de statut. Exact. Ok. Ça fait partie de la question que j'ai posée, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder les éventuelles possibilités des personnes qui sont dans ces situations-là. Exact. Ça, c'est votre première question. Mon deuxième point, c'était par rapport au délai. On a parlé de quelques mois. Maître Lapointe a dit qu'il y avait certains dossiers que ça faisait des années. Je me demande si on ne pourrait pas faire un parallèle en matière criminelle avec l'arrêt Jordan qui, en fait, permet à une personne de pouvoir soulever les délais qui sont déraisonnables pour pouvoir être jugée en matière criminelle. Je me demande si on ne pourrait pas soulever ces délais déraisonnables-là pour le traitement des demandes, soit pour permis de travail ou pour immigrer ici au Québec. Donc ça, c'est mon deuxième point. Puis on a parlé, Maître Diamo a parlé en fait de la constitutionnalité, puis de la primauté du droit par rapport aux 18 000 dossiers qui devront être traités. J'avais un point à soulever par rapport à justement la demande d'injonction qui a été faite du barreau canadien là, à la Cour supérieure. En tant que juriste, c'est sûr, vous savez, il faut qu'il y ait une urgence là, en fait, qui soit soulevée là, par la partie demanderesse pour que la demande d'injonction soit acceptée. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir, en fait, avec ces 18 000 personnes-là, qu'il y a nécessairement une urgence là, à traiter leur dossier? Parce que ces gens-là sont... Si je me mets à la place de ces gens qui n'ont pas d'emploi, qu'il n'y a plus de revenus qui rentrent, qui ont une famille ou qui sont en attente de vouloir fonder une famille, qu'il y a des gens qui dépendent sur eux, je me dis, mais si ça, c'est pas un critère d'urgence, c'est quoi le critère d'urgence? Ok, super. Si vous me permettez d'intervenir au niveau de le questionnement pour les délais. Ok. Je suis placé en étant avocat généraliste pratiquant notamment en droit criminel. Donc, arrêt Jordan expliquant que pour les demandes, les dossiers criminels, les accusations, il y a un délai de 18 mois dans lequel la personne devrait être jugée si c'est dans une situation où il y a une mise en accusation par déclaration sommaire de culpabilité. Donc ça, c'est une procédure qui est plus simple et qu'il n'y a pas d'enquête préliminaire à ce niveau-là, ou de 30 mois dans une situation de mise en accusation par acte criminel où, à ce moment-là, il y a la possibilité d'avoir une enquête préliminaire et c'est pour des accusations jugées comme étant plus sévères, comme notamment les agressions sexuelles. Donc, ces droits-là, la Cour suprême du Canada s'est prononcée au niveau des délais des procédures et qu'il y avait une problématique au niveau du système de justice et qu'on devait venir baliser ça avec des limites claires pour les procédures en matière criminelle. Donc, ils ont rendu une décision dans le coin de 2016 en lien avec ça, expliquant ces limites-là. Et il y a vraiment eu un électrochoc au niveau du système judiciaire. Il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été arrêtés, donc des dossiers même de meurtre, que les accusations ont tombé à cause des délais. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ça, c'est une décision de la Cour suprême rendue en lien avec la Constitution et un droit constitutionnel qui fait partie des principes de justice fondamentale dans notre pays, c'est d'être jugé dans un délai raisonnable. L'État a le devoir de faire avancer les procédures criminelles dans un délai raisonnable et maintenant, on a des limites, des balises claires, 18 mois et 30 mois. Donc, la différence en matière de droit d'immigration ici au Canada, c'est que les personnes n'ont pas de statut en tant que citoyen encore. Et à mon avis, ils ne sont pas en mesure d'utiliser cette argumentation de délai déraisonnable-là parce qu'ils n'ont pas le statut de citoyen. Et on ne peut pas utiliser ça comme parallèle pour les dossiers en matière criminelle. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec ça. Mais c'est ça qui fait en sorte que les dossiers qui traînent pour plus de 4-5 ans, présentement au niveau de la Constitution, c'est débattable en lien avec le fait qu'il y a quelque chose à faire en lien avec ça. OK, merci. Je pense que ça, c'était une réponse par rapport au problème du délai. Oui. Donc, avec la Constitution, il y aurait possibilité, c'est ça? À mon avis, ça serait difficile, mais en essayant de faire un parallèle avec le tout en matière criminelle, ce serait peut-être quelque chose qui serait plaidable. D'accord. Merci beaucoup. Maître Diamo, Maître Lapointe. Oui, j'aurais quelque chose à dire en ce qui concerne la notion de frais dont mon confrère parlait tantôt. Okay. Le ministre demande aux gens de pouvoir soumettre une nouvelle demande via le système ARIMA. Il précise que ça serait sans frais.
Moi, je ne partage pas cet avis parce que pour avoir rempli les demandes des candidats via ce système-là, je me rends compte que jusqu'à présent, le français est mis en première ligne. Oui. Alors, pour pouvoir avoir ce test de français, il faut nécessairement débourser des frais. Or, actuellement, là, vous ne pouvez pas demander, par exemple, à une personne de pouvoir soumettre sa candidature via le système ARIMA sans au préalable lui demander ce test de français, parce que ça constitue un critère fondamental. Alors, comment est-ce qu'on pourrait donc demander aux gens de pouvoir soumettre leur demande sans pouvoir faire ce test de français? Et quelque chose que je trouve aussi paradoxal, c'est que le gouvernement dit qu'avec le nouveau système, des gens apprendraient le français une fois arrivés au Québec. Alors, si tel était le cas, on devrait donc supprimer dans le système ARIMA l'exigence de français. Donc, il y a comme Moi, je pense que le système n'est pas encore... quotidien. Oui, je pense que le système n'est pas encore au point. Et pour pouvoir revenir, si vous permettez, sur la question de l'injonction, moi, je pourrais dire que, moi, je n'ai pas lu la requête qui a été rédigée, mais je pense, par exemple, que un des critères relatifs à l'urgence pourrait être le fait que les demandes vont être détruites si d'ici là on ne fait pas quelque chose. Parce que jusqu'à présent, en attendant que la loi soit adoptée, là, ces demandes-là sont encore gelées. C'est en juin d'ailleurs, et je pense qu'on va Oui. adopter. Donc je me dis par exemple que dans la requête, on a sûrement demandé de pouvoir autoriser le traitement des demandes en attendant l'issue de la loi. Mais le résultat, pardon, du traitement, ça va être 50% refusé pour une étape mal traduite. Moi, je pense que des gens seraient psychologiquement d'accord du fait qu'ils n'ont pas mérité la sélection que de vivre avec le fait que leur demande n'a pas été traitée. Parfait. Je pense qu'on va s'enligner déjà vers la clôture de notre discussion et on va parler maintenant des éventuelles suggestions de solutions et puis dans nos réponses, si on peut éventuellement aussi faire apporter une réponse à l'inquiétude de Mme Anne-Florence en ce qui concerne les demandes urgentes. Oui, je pense que c'est ça, puisque vous avez déjà répondu au délai. Oui, puis le statut Et suspendu, le si vous permettez, Le Florence. statut au Canada, c'est géré par le gouvernement fédéral. Donc, le projet de loi ne change en rien le statut au Canada, qui peut être étudiant, visiteur, travailleur, personne protégée. C'est fédéral. Donc, s'il y a des problèmes de statut, ben, ça va être à Simon Jolin Barrette d'aller s'asseoir avec son homologue au fédéral et lui dire bonjour, M. Lucien, est-ce qu'on peut rouvrir l'accord Canada-Québec, s'il vous plaît? À l'article 33, c'est écrit que chacune des parties peut demander à l'autre de le rouvrir dans un délai de 6 mois. Donc, on se voit dans 6 mois. Ah non, on va attendre 7 mois parce qu'il va y avoir un nouveau gouvernement ou le même gouvernement va être en élection au fédéral. Donc, si c'est le gouvernement libéral qui gagne au mois d'octobre 2019 et le gouvernement libéral veut prendre 1 million d'immigrants sur 3 ans, donc comme ça, puis le Québec comme ça, il va falloir se parler. Parce que là, actuellement, on rapetisse la taille du Québec dans le Canada. Si les Canadiens votent pour un gouvernement conservateur, qui dit au Québec, nous, on va vous laisser les coups des franches avec votre immigration, puis la coalition Avenir Québec a dit, nous, on baisse les seuils d'immigration, on vivra avec cette décision-là. Donc, mais d'un bord ou de l'autre, le Québec, actuellement, dit toujours, on va aller chercher plus de pouvoir du fédéral en criant ça dans les journaux, au lieu de dire salut, l'accord Canada-Québec, ça se trouve, on va se rasseoir. Donc, pour les petites situations problématiques, comme je dis, un PVT, permis de vacances-travail, qui vient que c'est ça, il y a des solutions qui peuvent se régler là, dans le fine-tuning. On va créer une exemption de IMT pour un travailleur, exemple, qui a déjà son dossier dans l'IMA, donc il va pouvoir renouveler son permis de travail. Il y a moyen d'arranger la situation très simplement. Sauf que moi, personnellement, je pense que d'avoir traité ces dossiers-là, ça aurait causé un plus grand dommage au Québec que de les détruire actuellement, parce que premièrement, les gens peuvent réappuyer dans la nouvelle plateforme, peuvent passer par le programme d'expérience québécoise pour avoir un certificat de sélection du Québec en 20 jours.
Puis là, ben, on vient de libérer des ressources. Mais Gaétan Barrette l'a dit la semaine passée, puis il avait raison. La CAQ fait ça pour être capable d'arriver en fin d'année et de dire voilà, on a rempli notre engagement électoral, on a baissé 40 000 en scrapant ce dossier-là. Il y en a 18 000. Et actuellement, des membres. Et actuellement, ils veulent scraper tous les 18 000. Ouais. Admettons qu'ils scrapent tous les 18 000, il faudrait aussi prendre un certain temps pour combler leurs demandes, les 40 000, je pense qu'ils veulent couvrir chaque année. Ben, premièrement, là, la cible de la CAQ pour 2019, là, c'était de sélectionner entre 12 et 15 000 Exactement. du programme régulier de travailleurs qualifiés, Oui. comparativement à 25-28 000 l'année dernière sous les libéraux. Donc déjà là, si on avait gardé ces 18 000 dossiers-là, et puis qu'on en avait traité 15 000. 15 000, Oui. on aurait juste baissé l'inventaire de 3 000, Oui. puis l'année d'après, ça aurait pris 6 ans à enclencher cet inventaire-là. Donc c'est pas parfait. Mais attendez, c'est pas si pire que ça. Après le 2 août, moi je l'ai fait plusieurs fois appeler au ministère pour dire bonjour, cette demande-ci qui est dans le programme régulier de travailleurs qualifiés ou qui est dans mon projet Québec, on aimerait la basculer dans le programme Expérience québécoise parce que la personne a 1 an de travail au Québec puis elle parle français, donc le frais gouvernementaux, il n'a pas été rechargé une deuxième fois. On a basculé dans le programme d'Expérience québécoise, on a eu le certificat de sélection du Québec en 20 jours. Donc on a juste sorti des demandes qui se qualifiaient dans le programme Ultra Express, des 18 000 qui avaient encore été. J'en ai sauvé beaucoup, là. Ouais. Puis c'est pas de on n'est pas des super-héros, mais le 2 août, le ministère a élargi le PEC, Programme d'Expérience québécoise, à tous les types d'emplois. Ça aide, là. Donc les meilleures candidatures qui sont sur le territoire vont réussir à avoir un certificat de sélection du Québec sans souci. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vont être déçus parce qu'ils ne se qualifieront plus. En même temps, l'immigration, c'est un privilège, c'est pas loin. Non, sincèrement, moi je pense que pour ceux qui sont déjà dans le territoire québécois, il n'y a vraiment pas de souci. Parce qu'il y a toujours moyen de passer par le programme d'expérience québécois pour pouvoir se régulariser. Parce que moi, par exemple, si j'ai un candidat qui était dans l'ancien système-là et à qui on lui demande de basculer dans le système Arima, je lui dirais non. Je lui dirais de passer plutôt par le programme d'expérience québécois. Ça serait la solution beaucoup plus facile. Vous avez raison, mais si je peux enchérir, c'est que si justement, là on a moins de marge de manœuvre pour sélectionner des immigrants parce qu'on veut passer de 50 000 à 40 000, puis ce 40 000 là, il est séparé dans des gens d'affaires, des regroupements familiales, des personnes en détresse, donc il en reste quand même moins pour les travailleurs qualifiés. Donc si on a plein de dossiers à traiter, papier de 2014, puis on vient qu'on n'est plus capable de basculer des demandes sur le territoire dans le programme Expérience québécoise, bien le problème, il est là. Donc, moi, selon moi, c'est ma recommandation que je fais au ministre. Je vais sortir une lettre ouverte demain là, à ce sujet-là. C'est traite les dossiers dans l'ARIMA le plus vite possible, invite les gens à appliquer, rouvre l'accord Canada-Québec, mais surtout, ne mettez pas de cap sur le programme Expérience québécoise. Ça veut dire, sortez l'expérience québécoise de votre baisse de seuil. Si une année, on en a 10 000 demandes dans le programme Expérience québécoise, on en aurait 10 000. Ici, maintenant, on en a 70 000, mais c'est des gens qui travaillent depuis 1 an et qui parlent français. Pourquoi on s'en priverait? On ne va pas limiter ce programme-là. C'est le programme le plus performant au Canada. Et les étudiants, dans ce cas-là, il y a 2 volets. Il y a le programme étudiant et il y a le volet travailleur. Donc quelqu'un, exemple, un étudiant international qui parle français et qui a un diplôme universitaire, où ça part c'est DEP 2 ans en montant. Donc DEP collégial. Pourquoi on se priverait ces gens-là? Le Québec s'arrache derrière pour essayer de garder les étudiants internationaux, donc on ne peut pas capter ça. Là où ça va blesser, c'est pour les étudiants internationaux qui étudient à Montréal, à McGill, exemple, mais qui ne parlent pas français. On vous donne un permis de travail, pas le diplôme, donc ça veut dire que, exemple, on fait un niveau universitaire 3 ans, on va vous donner 3 ans de permis de travail, ça vous laisse 3 ans pour apprendre le français. Si vous n'avez pas ça en 3 ans, c'est ça que je dis souvent à mes clients sur ces programmes-là. La motivation pour qu'elle vienne de toi. Le français, je ne peux pas l'apprendre pour toi. Puis là, d'autres sont diplômes, mais tu as un diplôme. Forcé à apprendre le français. Il n'y a rien de là. C'est une condition sine qua non. Oui. Là où les conditions deviennent problématiques, selon moi, c'est de dire à un immigrant, là, vous allez habiter là ou là. Moi, j'embarquerai pas là-dessus. La CAQ mélange l'immigration, laïcité, d'une drôle de manière. J'ai juste une dernière question, ensuite on va
clôturer. Je pense qu'on le sait tous qu'il y a eu une poursuite là, par rapport à ce que Vous parlez de la demande d'injonction qui a été soumise par l'association des avocats. quel est l'impact que peut avoir cette demande d'injonction-là sur la décision? Et aussi, on voit qu'il y a des voix qui s'élèvent, que ce soit des associations, que ce soit quelques associations, quelques personnes. Quel peut être l'impact de tous ces soulèvements sur la décision finale? Selon moi, l'impact actuellement est réputationnel. Le gouvernement du Québec qui décrit, l'opinion publique est partagée, souvent mal informée, à l'international, ça parle encore plus mal. Donc, selon moi, le vrai problème, il est là. Pour ce qui est des critères de l'injonction, moi, personnellement, je ne vois pas de préjudice, parce que les gens vont être invités à appliquer dans l'ARIMA. Je ne vois pas d'urgence, parce que le ministère n'était pas obligé de traiter ces demandes-là de toute façon pour cette année. Moi, je pense que ça va tomber. Ceci dit, je salue l'initiative des avocats qui ont décidé de lancer. Non, mais je veux dire, on ne peut pas empêcher personne de poursuivre quelqu'un dans la vie, là, mais je pense qu'il faut vraiment se voir au niveau des opérations. On a un ministère qui peut traiter un certain nombre de dossiers par année et qui en a tellement à traiter actuellement qu'il ne pourra jamais vider son inventaire. Tu sais, c'est mathématique, là, à quelque part. Là. Il y a un peu... Je lisais aujourd'hui Québec solidaire, là, les gens ont des rêves. Mais là, nous, on est dans la réalité ici. Là, on a trop de dossiers pour notre capacité de sélectionner. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut-tu dire que si on a accepté trop de dossiers, on est obligé de sacrifier certaines personnes ou certains dossiers? Ben, c'est deux choix. Je sais pas. Sinon, si on les traite au premier arrivé, premier servi, Ok. puis qu'on a une baisse de seuil, ça veut dire que ça va prendre. Moi, j'aime ça dire ça. Si on baisse les seuils de 20%, ça va prendre 20% plus de temps à le faire traiter. Puis il y a un autre délai au fédéral. Puis pendant ce temps-là, on est complètement court-circuité pour ARIMA parce que là, on ne pourra plus là, accepter partout parce qu'on est pris avec cet inventaire-là. Donc, Réputationnellement, c'est pas très bon pour le Québec non plus. c'est pas la première fois. Là, les gens ont la mémoire courte de toute façon, mais c'est sûr que là, ça prend une solution. La solution, c'est inviter les gens à déposer dans ARIMA le plus vite possible. Excluer le programme Expérience québécoise de la baisse de seuil pour au moins qu'on puisse donner des certificats de sélection du Québec sans limite à des gens qui parlent français et qui travaillent ici le plus vite possible pour améliorer la réputation. Je pense que le Québec, surtout la ville de Québec, je l'avais déjà suggéré en campagne municipale, ça prendrait un bureau à Québec pour répondre aux questions générales d'immigration de monsieur, madame, tout le monde. Moi, je pense pas que c'est aux avocats de pratique privée à répondre toujours à tout le monde. Moi, souvent, je donne la réponse, j'envoie pas de facture parce que bon, ça fait partie de mon pro bono, mais ça fait un petit bureau pour répondre aux gens, OK, c'est ici qu'il faut signer, monsieur, ou non, votre dossier de permis d'études n'est pas en géopardie à cause de la baisse, à cause des dossiers, des 18 000 dossiers. T'sais. Ça parlerait un petit peu plus de support aux immigrants à Québec. Parfait. Vous avez soulevé le point du préjudice, comme quoi vous n'envoyez pas, puis que vous invitez les gens à appliquer via ARIMA. Sauf que je crois au début, vous aviez parlé d'ARIMA, du fait que vous étiez 20 avocats en train d'essayer d'entrer sur la plateforme, là, puis que ça a crashé, là, si je veux reprendre votre expression. Là. Mais dans un certain sens, si on invite ces 18 000 personnes-là à appliquer via la plateforme ARIMA, c'est sûr qu'en étant 18 000 en même temps à appliquer, probablement que la plateforme va crasher. Donc, c'est ça. C'est ça. Fait que est-ce que le préjudice pourrait pas être là, en fait, que les gens... Le risque d'erreur est d'autant plus élevé en remplissant un formulaire papier. C'est pour quelqu'un qui n'a pas l'expertise de faire de l'immigration qui va... J'en ai des gens qui m'appellent, ouais, j'ai rempli ça, tout ça. Ben, c'est ça. Le dossier est retourné. Puis là, ben là, mon permis, un dossier d'immigration qui dérape, c'est l'enfer essayer de remettre ça sur le droit chemin, surtout à cause qu'il y a des délais, il y a 2 paliers de gouvernement. Donc, selon moi, il faut passer à l'informatique, là, à quelque part. Je suis d'accord, je vous le dis, la plateforme ARIMA est un peu aride, là, mais le Québec n'a pas voulu acheter la technologie du fédéral. Puis est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne voudrait pas pallier avec le fédéral, avec la nouvelle plateforme, ou est-ce que... Je sais pas trop. On va en parler au ministre, mais c'est un souci de gérer nos dossiers par nous-mêmes. Mais tu sais, mon projet Québec, vous le savez, vous en avez fait, c'est pas simple. Mon projet Québec, c'était compliqué parce qu'il fallait que tous, de par le monde, se connectent à l'heure de Montréal.
Ce qui fait que ça. Bonne chance. Une salle d'attente virtuelle. Avez-vous déjà vu ça sur un site internet? Non, mais sérieux, moi, c'est juste au ministère de l'Immigration que j'ai vu ça. Une salle d'attente. Peut-être pour acheter des billets de spectacle. Ouais. Ok, parfait. Pour dire un mot concernant l'impact dont vous parlez là, si vous me permettez, je pense que si jamais le juge venait à rendre une décision favorable, c'est-à-dire à ordonner au gouvernement de pouvoir poursuivre l'étude de ce dossier-là, je pense que ça aurait un impact. Je pense que le gouvernement prendrait certainement compte des motivations du juge et peut-être il y aurait des amendements vis-à-vis de ce projet. Mais il va en avoir. C'est sûr qu'il va en avoir. La grogne elle est tellement forte. Donc, je pense que là, avant de vous remercier, je vais vous donner une dernière fois à chacun la parole. Je ne sais pas si c'est pour un conseil, je ne sais pas si c'est pour quelque chose, dire quelque chose, et ensuite je pourrais clôturer. Je vais commencer par les femmes. Merci. C'est sûr qu'en entendant le point de vue de Maître Lapointe, ça nous a éclairé là, par rapport à, vous avez parlé des rêves et de la réalité. C'est sûr que ça a éclairé sur la réalité des choses. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est des êtres humains qui sont derrière les 18 000 dossiers. Donc, c'est sûr qu'on a une pensée avec ces gens-là là, qui sont derrière ces 18 000 dossiers, mais qui n'ont pas nécessairement de visage médiatique. Donc, on est de tout cœur avec eux. Et puis, on espère que ça va se régler d'une façon qui est le mieux pour eux et pour la situation du Québec aussi en immigration. Merci. Merci, Florent. Comme Florence le dit, nous sommes de tout cœur, moi particulièrement, je suis de tout cœur avec les 18 000 personnes qui ont des dossiers en attente d'être traités. Et j'espère justement que l'administration, le gouvernement doit pouvoir trouver un juste milieu pour que les demandes soient tranchées de façon favorable. Bon, autre chose, c'est que cette plateforme Arima, je pense que c'est une plateforme qui est un peu discriminante dans le sens où ce ne sont pas toutes les personnes, toutes les catégories qui peuvent avoir accès à cette plateforme. Donc ça fait qu'il y aura une bonne catégorie de personnes, surtout dans les pays en voie de développement, qui n'ont pas toujours la possibilité de se connecter sur Internet comme c'est le cas pour les gens qui sont dans les pays développés. Alors je pense que c'est une mesure quand même assez discriminatoire. Donc il faudrait faire quelque chose, penser à cette catégorie de population. Donc voilà ce que je... Merci. M. Plamondon. Oui. Alors moi, de mon bord, je me pose des questions avec la situation. Ça fait réaliser des choses, ça fait réaliser est-ce que tous les moyens étaient vraiment considérés par le gouvernement avant de mettre en place ce projet de loi-là? Avons-nous consulté toutes les personnes qui seraient très bien placées pour répondre de ce projet de loi-là? On a refusé là, la présence de Maître Anfield, qui est une sommité en matière de droit de l'immigration, qui n'a pas pu donner son avis en commission parlementaire. Ça me donne l'impression que la CAQ avait l'intention de passer ça un peu en dessous de la couverte, sans avoir de réaction des gens. Et là, on vient voir, en fin de compte, il y a une réaction publique et on doit réajuster le tir d'une certaine façon. Je pense que c'est une bonne chose en ce sens-là que cette situation-là est arrivée parce que ça nous fait réaliser qu'il y a du travail à faire. On doit améliorer l'efficacité et si ce n'est pas pour les personnes avec les 18 000 dossiers en attente, mais au moins pour le futur, ça va devenir une préoccupation pour notre société pour que pour le futur aussi, ça soit plus simple et plus efficace. Une sonnette d'alarme. Oui. Merci. Merci encore une fois de plus. Moi, je souhaiterais dire au ministre qu'il serait souhaitable qu'il revienne sur sa première position. Parce que la première position du ministre, lorsqu'il a fait face à ces 18 000 dossiers, il a dit que ces 18 000 dossiers allaient être traités. Il a dit qu'il allait prendre des dispositions pour que ces dossiers-là soient traités. Je me suis dit que c'était une décision mûrie et vu la grogne au regard du rejet de ces 18 000 dossiers, je pense qu'il est possible que le ministre puisse trouver une solution intermédiaire en sollicitant des consultations de part et d'autre, en amendant son projet de loi de telle manière que ces 18 000 dossiers ne soient pas carrément jetés à la poubelle. Parce qu'il y a des gens parmi ces 18 000 dossiers dont le dossier était quasiment terminé. Il serait difficile de demander à toutes ces personnes-là de pouvoir recommencer. On est capable de pouvoir trouver des ressources pour mettre de côté des gens qui ne correspondent pas aux critères et ceux qui correspondent aux critères, de les insérer d'une manière ou d'une autre et de réajuster avec le système alimentaire. Merci infiniment. Ce qui en ressort, c'est sûrement de la
Merci pour l'invitation en passant. Deux choses. La première, très rapidement, j'ai l'impression que sur le projet de loi 9, la chose dont on devrait le plus se méfier, c'est les dispositions subtiles de la CAQ sur l'instauration de conditions d'aller habiter là ou là. Plus ça, vraiment, le test des valeurs s'en vient là-dedans. J'ai plus peur de ça que de fermer les dossiers. Deuxièmement, j'avais envoyé un document à la Coalition Avenir Québec, je l'ai envoyé aussi au Parti libéral dans les derniers mois, qui s'appelle « Les 100 premiers jours du prochain gouvernement en matière d'immigration ». Il y avait 10 mesures, je vous en lis 3. La première, ouvrir l'accord Canada-Québec relatif à l'immigration. Donc là, je disais qu'il y avait un délai de 6 mois. Le but, c'est d'aller chercher des pouvoirs. Deuxièmement, ce que je disais au ministre, c'est recenser les détenteurs de certificats de sélection du Québec donnés depuis 2012. Donc là, je voulais reculer 5 ans en arrière pour voir, OK, à qui on a donné des certificats de sélection du Québec? Est-ce que la demande est encore en traitement? Est-ce que la personne a quitté le Québec? Est-ce que la personne est sur l'aide sociale? Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce que la personne est partie vivre à Toronto, à Vancouver? À partir de là, on est capable de regarder, OK, quel programme est performant, quel programme ne l'est pas. Puis là, on peut dire 50 000, 40 000, plus, moins. On ne peut pas juste lancer 40 000 en l'air. Troisième mesure, se retirer du programme des travailleurs étrangers temporaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas au fédéral à gérer s'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. J'en dis une dernière. Vous ne serez pas surpris. Fermer rétroactivement le programme régulier de travailleurs qualifiés et rembourser les frais de traitement aux candidats. 18 000. Donc, au 1er janvier 2018, il y avait 24 000 demandes dans le programme. Donc, moi, ce que je disais, un bon pointage à la grille de sélection n'égale pas automatiquement une intégration réussie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir 28 ans, un diplôme de génie, mais on arrive ici, le diplôme n'est pas reconnu, on finit à conduire un taxi. On ne veut pas ça. Prioriser la conversion du statut de résident temporaire à résident permanent, plutôt qu'une sélection directe par un programme de résidence permanente. Ce qu'on veut, c'est convertir un travailleur ou un étudiant en résidence permanente. Donc, cette mesure-là, c'est exactement ce qu'on fait. Et si j'avais quelque chose à rajouter, moi je dirais que le programme de sélection des résidents permanents, on se rend compte, c'est un peu comme, moi, mon avis personnel, c'est un peu comme un échec parce que justement, comme Maître Lapointe venait de dire, beaucoup de résidents arrivent ici étant hyper qualifiés, mais qui ne sont jamais catégorisés et qui se retrouvent à faire des emplois sous-qualifiés, qui sont complètement en décalage avec leur qualification. Donc je suis d'accord avec le dernier point que Maître a souligné, donc prioriser la régularisation des statuts temporaires ou d'étudiants qui viennent étudier au Québec, qui ont leur diplôme et finalement qui peuvent s'intégrer de manière durable sur le marché du travail et avoir leur résidence permanente enfin. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, chers spectateurs, j'espère que notre discussion aujourd'hui a pu éclaircir certaines antennes, a pu apporter certaines solutions ou certaines voies de solutions pour beaucoup d'entre vous. Je pense que avoir la prétention de faire la synthèse de tout ce qu'on a dit, ce serait fou. Toujours est-il que en écoutant et en réécoutant l'émission, vous allez pouvoir voir sûrement la possibilité de dénicher des solutions pour vous. Quelle qu'en soit la situation, nous sommes tous ici avec vous de tout cœur. Pour ceux qui sont dans les 18 000 dossiers, nous espérons que l'issue sera plus positive que négative et que vous allez pouvoir avoir comme ça la possibilité pour ceux qui sont au Canada de rester au Québec, de rester au Québec, et pour ceux qui sont à l'extérieur de pouvoir éventuellement rentrer avec Arima ou alors avec un autre processus pour mieux arriver et vous intégrer au Québec. C'était l'émission Diaspora Québec Live, l'émission qui vous parle d'un point important de la société québécoise actuelle et l'émission qui vous donne des informations sur les activités multiculturelles qui se préparent dans la ville. Alors, très rapidement, si vous permettez, je vais clôturer en rappelant à ceux qui nous écoutent qu'en ce qui concerne les activités multiculturelles dans la ville, on n'a pas trop de temps à accorder à ça. Je pourrais juste vous rappeler que nous avons le lancement de l'album de Webster qui s'en vient. Vous pouvez regarder dans le calendrier du mois de l'histoire des Noirs, ou alors aller sur le site du mois de l'histoire des Noirs, c'est où est concentrée la plupart des activités du mois. Et surtout, au mois de mars, la soirée de la femme. La soirée de la femme, c'est une soirée qui donne l'honneur à la femme et qui va se passer au Centre Horizon de 19h à 2h du matin.
Et c'est une soirée où on rend hommage à 5 femmes et on honore 5 femmes. Et c'est une très très belle soirée. Et le 16 mars, vous avez la soirée, parfois très très attendue des jeunes du Québec et des moins jeunes, en tout cas de tout le Québec, à savoir le Miss Afrique Québec. Ce sera la troisième grande édition. Vous ne pouvez pas manquer ça. Et au mois de mai, vous avez aussi l'événement très très couru, Talent d'Afrique. Talent d'Afrique est un événement qui donne de la valeur aux jeunes artistes, bien sûr issus de l'immigration, ou alors des artistes qui ont différents talents comme la danse, le chant, je dirais aussi l'art oratoire. Bref, venez découvrir. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous souhaite un bon début de semaine. C'était The One International pour Diaspora Interaction. Ciao.